Bonjour et bienvenue sur Algomus. Notre but est d'écrire maintenant un algorithme pour résoudre les problèmes les plus complexes. Mais pour résoudre les problèmes les plus complexes, il faut avant tout connaître les opérateurs de base. Cette vidéo va donc vous permettre de décrire les opérations de base, de les maîtriser un petit peu mieux, de savoir comment les appliquer. Alors ces opérateurs de base, on va les retrouver dans tous les programmes, on oublie des fois même qu'ils existent tellement ils sont simples, et pourtant en fait ils constituent la base en fait de n'importe quel algorithme. Dans cette vidéo, nous allons donc voir l'affectation, ce qui est le fait en fait de stocker une valeur dans une variable. Le but de stocker une valeur dans une variable va permettre en fait de récupérer cette valeur dans le futur si jamais on en a besoin. On pourra donc stocker des résultats temporaires. On va aussi voir quelques opérations sur les nombres, quelques petites opérations arithmétiques de base, mais qui par contre vont être très utiles puisque effectivement l'ordinateur en fait a une grande puissance de calcul et on aimerait pouvoir l'utiliser. Nous allons parler aussi du test. Alors le test, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de bâtir nos conditions. Un test, c'est quelque chose, en fait, c'est une expression que l'ordinateur peut évaluer sans ambiguïté à vrai ou à faux. Et donc, on va essayer de voir ce qui constitue un test correct. Ces tests vont nous amener vers aussi des opérateurs logiques. Cette fois-ci, à la différence des opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques vont concerner plutôt des variables booléennes. Alors des variables booléennes, c'est des variables en fait qui ne peuvent prendre que deux valeurs, vrai ou faux. Et donc on va voir que pour ces variables en particulier, il y a des opérateurs spécifiques. Enfin, nous terminerons sur quelques opérations sur les chaînes de caractères pour voir aussi en fait comment est-ce que je peux par exemple concaténer une chaîne, comment je peux chercher dans une chaîne et ce genre de choses. Je vous propose aussi à chaque étape de mettre en pratique les nouvelles connaissances que nous avons appliquées en créant en fait un petit algorithme qui va reprendre la notion qui vient d'être expliquée, histoire d'être le plus concret possible. Donc, je vous propose de commencer avec les instructions de base, et l'instruction de base que j'aimerais vous présenter en entrée, c'est l'affectation. Alors l'affectation, c'est quoi? Eh bien l'affectation, c'est tout simplement une opération qui vous permet de stocker une valeur ou le résultat d'une opération dans une variable. Alors, quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, en fait, c'est de s'appuyer simplement sur la mémoire. Alors, la mémoire, je vous le rappelle qu'on peut le voir comme la mémoire comme une grande étagère. Cette étagère, en fait, elle a des étagères disponibles sur lesquelles je peux stocker des informations. Et elle a aussi des étagères qui sont déjà prises, puisqu'effectivement, vous partagez la mémoire avec les autres programmes qui tournent sur votre ordinateur. Donc, il y a des étagères qui sont déjà prises, par exemple par votre système d'exploitation, par exemple là j'ai un tableur d'ouvert, j'ai un logiciel de prise de vidéo. Tous ces logiciels en fait vont devoir stocker eux aussi des valeurs dans la mémoire et donc vont déjà prendre des bouts. Alors qu'est-ce qui va se passer quand j'ai une instruction qui va demander de mettre 5 dans A? Eh bien en fait l'ordinateur va parcourir la mémoire tout simplement, va essayer de chercher une étagère de libre. Bon bah il en a trouvé une ici par exemple, que je vais marquer en jaune. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement stocker la valeur que je lui demande de stocker, 5, et il va dire en fait que cette case correspond à A. Comme ça, quand je ferai appel à A dans le futur, je sais que je vais pouvoir récupérer la valeur qui est associée à A, qui est 5. Ok, donc l'affectation me permet de stocker. Alors est-ce que je peux stocker seulement un résultat simple? Eh bien on va voir qu'on peut stocker aussi le résultat d'un calcul. Si par exemple je veux stocker B égale B plus C, eh bien je peux le stocker si B est défini. Imaginons que j'ai défini mes variables B et C, et j'en ai mis en fait des valeurs à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai pris par exemple B est égal à 7, donc j'ai de nouveau cherché une étagère disponible pour stocker B, et j'ai aussi stocké 3 dans C. Pareil, même opération, j'ai cherché une étagère disponible et j'ai stocké la valeur 3 dans C. Ok, ça marche. Du coup, maintenant, j'ai une opération qui me demande en fait de mettre dans B, donc dans la case qui est désignée par B, le résultat de l'opération C plus B. Donc je vais récupérer C, ça vaut 3, je vais récupérer B, ça vaut 7, je vais faire B plus C, ça vaut 10, et ce 10, en fait, je vais de nouveau le stocker à l'endroit où est ma case qui est en fait annotée avec la lettre B. Et donc je vais me retrouver avec 10 dans la case B. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui peut surprendre quand on commence à développer. En fait, je peux effectivement avoir la même variable à gauche et à droite d'une affectation. Simplement, l'opération de droite est effectuée en premier, et une fois que l'opération est réalisée, eh bien, le résultat de l'opération est en fait stocké dans la variable qui se trouve à gauche de l'affectation.
Donc on s'aperçoit que l'affectation, c'est une opération de base que l'on retrouve dans tous les langages de programmation et qui permet en fait d'accéder à la mémoire en lecture si jamais la variable se trouve dans la partie droite de l'affectation, donc à droite du signe d'affectation qui est la flèche, et est accédé en écriture si la variable se trouve à gauche de l'affectation. Donc c'est très important de comprendre ça. L'affectation accède à la mémoire en lecture et en écriture suivant en fait là où la variable est positionnée. Et j'ai le droit en fait d'avoir une variable qui est positionnée à la fois à gauche et à droite, comme on vient de le voir avec la variable b. Ok. Alors attention quand même, lors de l'affectation, il faut que toutes les variables de la partie de droite contiennent une valeur. Effectivement, si jamais vous n'avez pas déclaré la variable qui se trouve dans la partie de droite ou que vous ne l'avez pas initialisée, eh bien tout simplement l'opération ne pourra pas se faire, ou alors se fera avec une valeur aléatoire trouvée dans la mémoire. Donc il est important qu'avant d'utiliser une variable en lecture, donc dans la partie droite de l'affectation, vous ayez bien pris soin en fait de mettre une valeur dans chacune des variables qui va être utilisée. Sinon vous allez avoir un résultat aléatoire pour cette opération. On va s'intéresser maintenant à quelques opérations sur les nombres. Alors, l'ordinateur, c'est un calculateur, et il sait vraiment jongler avec les nombres. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il sait faire. Mais par contre, il le fait vraiment bien et il le fait très vite. Et donc, comme on veut utiliser l'ordinateur pour la puissance de calcul, parmi les opérations de base, nous retrouvons les opérations arithmétiques de base. Alors l'ordinateur connaît les opérations de base, comme l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Et on peut y ajouter une autre opération de base qui est peut-être un petit peu moins courante, qui est le modulo. C'est le reste en fait de la division entière. Alors le reste de la division entière, ça s'explique assez facilement. Vous prenez par exemple 25 et je le divise par 2, et si je pose la division euclidienne telle que je la faisais à l'école primaire, eh bien en fait tout simplement, je vais retrouver ici 25 divisé par 2. Alors dans 2, combien de fois j'ai 2 ? Ben, je l'ai une fois. 1 fois 2, ça fait 2. Je fais 2 moins 2. Ah, ça c'est les joies du tableur. 2 moins 2, ça fait 0. Je descends le 5. Dans 5, combien de fois j'ai 2 ? Ben 2. 2 fois 2, ça fait 4. 5 moins 4, je vais me retrouver avec 1. Et donc, j'ai l'habitude de dire en division euclidienne que 25 divisé par 2, ça fait 12, reste 1. Et bien en fait, le modulo, c'est tout simplement cette opération-là, qui permet de dire en fait que si je fais vraiment des opérations sur les entiers, et c'est ce qui va se passer dans la plupart des langages de programmation, quand je vais diviser 25 par 2, ben je vais obtenir 12, parce que dans les langages de programmation, si je divise un entier par un entier, eh bien je vais me retrouver avec un résultat entier. Donc il faut bien faire attention, Des fois on s'attend à avoir un résultat de 12,5, sauf que dans les langages de programmation, si vous faites entier avec une opération entière, le compilateur ou l'interpréteur estime souvent que si vous faites une opération sur les entiers, vous attendez un résultat entier. Donc attention, ça peut paraître un petit peu piégeux. Et naturellement, si je fais 25 modulo 2, dans ce cas-là, je vais retrouver 1, le reste de la division entière. Et donc en fait, je retrouve bien les résultats de ma division euclidienne grâce à ces deux opérateurs. Donc ça, c'est des opérateurs que je peux utiliser très facilement dans n'importe quel langage de programmation et naturellement également en algorithmie, si jamais j'ai besoin d'additionner deux nombres. Alors on va voir aussi que suivant le type de la variable, nous allons avoir des différences au niveau des opérations. Si j'ai un plus par exemple entre deux entiers, probablement que l'utilisateur ou le développeur s'attend à ce que j'ai une addition des deux nombres. Par contre, si j'ai un plus entre deux chaînes de caractères, probablement que ce qui est attendu, c'est une autre opération. C'est souvent en fait la concaténation qui est demandée. En algorithmie, vous pouvez aussi considérer que toutes les fonctions de base en mathématiques existent. Si vous avez besoin d'une valeur absolue, d'une racine carrée, d'un cosinus, d'un sinus, ce genre de choses, toutes ces fonctions-là vont exister dans tous les langages. Vous avez toujours une bibliothèque de mathématiques qui vous permet de retomber sur ces fonctions. Donc quand vous prévoyez en fait un algorithme qui va se baser sur des résultats mathématiques ou qui va faire de la trigonométrie, c'est pas la peine en fait de réécrire à chaque fois ce qu'il y a dans cosinus ou ce qu'il y a dans sinus. Ça, c'est des fonctions c'est des fonctions usuelles que vous pouvez donc utiliser dans votre algorithme. On comprendra parfaitement ce que vous voulez dire, et le jour où vous avez à le passer dans un langage de programmation, ces fonctions usuelles vont forcément exister dans le langage. Ok. Alors pour faire des opérations sur les nombres, ce que je vous propose, c'est d'écrire un petit algorithme
l'algorithme d'un programme qui demande à l'utilisateur deux nombres entiers et qui affiche la somme des deux nombres. Alors là, on est sur quelque chose de très simple, hein, on est sur des entrées-sorties avec une petite addition entre les deux. On va commencer par déclarer les variables que nous allons utiliser. Alors, je vous propose de prendre naturellement un petit bloc-notes. Et donc, on va écrire l'algorithme d'un programme qui demande à l'utilisateur deux nombres. On va commencer par déclarer les variables. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme variable? Eh bien, si on demande au développeur, à l'utilisateur de rentrer deux nombres, on a probablement deux nombres que l'on va devoir saisir. Donc, je vais prendre n1. Alors, est-ce qu'on donne le type du nombre? Alors, c'est deux nombres entiers. Okay. Donc, c'est n1 qui est entier et c'est n2 qui est entier. Okay. On va marquer le début de notre algorithme et on va marquer la fin de notre algorithme. Alors, ensuite, mettons en place les opérations de lecture, de calcul et d'affichage. Alors la lecture, on va demander à l'utilisateur deux nombres entiers et qui affiche la somme des deux nombres. Okay. Donc on va déjà commencer par demander donner un nombre. Voilà. On va saisir n1, c'est-à-dire que on va demander à l'utilisateur, on va lui demander de donner un nombre, et le nombre qui sera saisi va être en fait stocké dans la variable n1. Puis on va lui demander un autre nombre. Allez, voilà. Donner un autre nombre. Et ce deuxième nombre, on va naturellement le sauvegarder dans la variable n2. Je vais faire un petit peu plus grand si j'arrive. Voilà. Ok, ça marche. Maintenant, j'ai saisi les deux nombres. Qui affiche la somme des deux nombres. Ok. Alors, afficher la somme des deux nombres, eh bien, on pourrait créer une nouvelle variable que j'appellerai somme. Et si je veux la somme des deux nombres entiers, il y a de grandes chances que la somme des deux nombres entiers soit entier également. Donc, je vais utiliser ici une opération d'affectation, et je vais dire que dans somme, je vais simplement ranger n1 plus n2. Voilà. Donc, j'ai calculé ma somme. Alors, qu'est-ce qu'on me demande encore? On me demande de l'afficher, parce que pour l'instant, je l'ai juste calculé, mais il faudrait que j'affiche la somme. Et donc, je vais simplement mettre la somme de n1. Donc, je vais afficher n1 et 2. Je vais afficher n2. Voilà. Et là, je vais simplement afficher la variable somme. Voilà. J'ai affiché donc la somme de n1. Donc n1 va être remplacé par sa valeur, qui a été saisie. Et 2, chaîne de caractères. n2 va être remplacé par sa valeur, et je mets la somme en fait que je viens de calculer. Et donc j'aurai l'affichage de la somme des deux nombres. Voilà. Donc c'est un algorithme très simple, mais qui vous a montré quelques étapes. On a repris les fonctions, les instructions d'entrée-sortie. On a utilisé l'opérateur d'affectation. Là, il ne posera pas de problème. N1 est un entier, N2 est un entier. J'additionne deux entiers, j'obtiens de nouveau somme, qui est également un entier, puis je l'affiche. Ok. Alors, que faut-il modifier si je veux additionner deux nombres réels? En fait, cette question, elle vous montre que les types sont importants. Si je veux afficher le nombre réel, eh bien, ça veut dire que quand je demande à l'utilisateur d'entrer un nombre, il faut que je saisisse, du coup, un nombre réel. Donc, N1 doit être ici réel, N2 doit être ici réel également, et donc, quand je calcule la somme de deux réels, si jamais je ne veux pas perdre en précision, parce que si je laisse le programme comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais calculer la somme de deux réels, et je vais le stocker dans un entier. Donc ça veut dire que je vais perdre la partie après la virgule. Donc ça veut dire que somme doit être en fait un réel également. Et donc voilà, j'ai modifié mon programme pour que maintenant je puisse additionner des réels. Et donc c'est très important en fait de garder cette partie variable en début, ça va permettre de connaître le type des variables et ça va nous permettre de connaître les opérations qu'il est possible de faire sur ces types. Ok. Que faut-il modifier si je veux maintenant multiplier les deux nombres? Si je veux multiplier les deux nombres, il suffit que je remplace en fait l'opération plus par l'opération de multiplication ici, et je vais donc en fait plus obtenir une somme, mais je vais obtenir un produit, donc il y a peut-être encore des choses à changer au niveau de la variable. Donc en fait on s'aperçoit que si je veux changer en fait le type, eh bien la modification ne se fait que dans la déclaration de variable, et si je veux changer un opérateur, eh bien l'opérateur va se faire dans les instructions de mon programme.
Donc en fait, suivant la modification que j'ai à faire, ça va être à des endroits assez différents. Mais quand on va maîtriser beaucoup plus les algorithmes, en fait, c'est des choses qui vont tomber sous le sens. Ok, alors cet algorithme est encore très figé, effectivement. Il nous manque les structures de contrôle. Vous avez vu que, en fait, c'est vraiment un algorithme qui va se dérouler d'instruction en instruction. Et en fait, il n'y a aucun choix qui est fait. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu dire, par exemple, j'aurais pu demander à l'utilisateur de saisir aussi l'opération qu'il désire réaliser. Et s'il veut faire une addition, je serais parti sur une somme. S'il avait choisi une multiplication, je serais plutôt parti sur un produit. Mais là, en fait, je n'ai pas encore les structures de contrôle qui me permettent de faire ça. Alors, on va les voir dans les vidéos qui viennent, hein. C'est les structures conditionnelles. Mais pour l'instant, j'ai vraiment un algorithme qui fait une instruction, les instructions les unes après les autres, et quand il arrive à la dernière, eh bien, il a tout simplement terminé le programme. Ça manque encore un petit peu de flexibilité, c'est encore un petit peu rigide, mais ça va venir, plus on va connaître de structures de contrôle, plus on va rendre en fait nos programmes flexibles. Alors on va parler un petit peu du test maintenant. Alors le test, c'est une opération un petit peu spéciale. C'est une opération dont la valeur de retour, enfin le résultat du test en fait, est une valeur qui est soit à vrai, soit à faux. Donc je peux toujours dire d'un test s'il est vrai ou il est faux. Le résultat d'un test peut aussi être stocké dans une variable, c'est-à-dire que je peux aussi conserver le résultat, et je vais le retrouver en fait dans une variable que l'on appelle une variable booléenne. Une variable booléenne, donc ça vient de l'algèbre de Boole, hein, qui vient de son créateur, le mathématicien Georges Boole, et donc tout simplement, une variable booléenne, c'est une variable qui ne peut contenir que deux valeurs, qui est vrai ou faux. Et donc, les tests en fait vont être bâtis sur des opérateurs de comparaison. Un test d'égalité, par exemple, qui va nous permettre de savoir si, entre deux variables, eh bien, les deux variables contiennent la même valeur. Est-ce qu'une valeur est supérieure ou égale à une autre? Est-ce qu'elle est inférieure ou égale à une autre? Ou est-ce qu'elle est simplement différente? Tous ces signes peuvent donc être utilisés pour bâtir un test. Et donc le test, en fait, il faut faire attention, puisque le test va aussi être différent en fonction du type. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais dire tout simplement que si jamais je fais un test, alors je vais descendre un petit peu, je vais laisser ça là-haut. Si je fais un test sur des variables entières, par exemple, je peux dire facilement que 5 est inférieur à 6. Ça va choquer personne. Ça, c'est vrai. Si par exemple j'ai un test qui me dit est-ce que 5 est supérieur à 6, ça c'est un test qui va me donner faux. Par contre, les tests ne portent pas que sur les nombres. Elles portent aussi par exemple sur les chaînes de caractères. Par exemple, si je prends par exemple le chat, eh bien le chat va être inférieur à le chien. Alors pourquoi? Alors c'est pas un jugement sur les animaux, hein. C'est tout simplement que quand je fais une comparaison sur les chaînes de caractères, en fait il va prendre l'ordre du dictionnaire, c'est-à-dire qu'il va prendre l'ordre alphabétique. Et là, le chat, L-E espace C-H-A, bah ça arrive avant L-E-C-H-I. Et donc tout simplement ça va être vrai. Donc j'ai des opérateurs logiques qui vont pouvoir être mis en place sur tous les types, mais attention simplement à faire attention que ces types-là, eh bien, ils vont véhiculer des informations différentes dans le test. Alors il y a des choses qui peuvent être assez cocasses, hein. C'est si vous stockez des nombres dans les chaînes de caractères, imaginons par exemple que j'ai 90 et 100, mais cette fois-ci, attention, ce ne sont pas des nombres, hein, comme je les avais ici. Les doubles codes signifient que c'est des chaînes de caractères. Et bien on va se rendre compte en fait que 100 en fait, est inférieur à 99. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, comme je suis en chaîne de caractères, je vais vérifier en priorité la place des caractères dans l'ordre alphabétique, et je vais me rendre compte que 9 arrive après 1 dans l'ordre alphabétique. Et donc, en fait, 99 en chaîne de caractères est donc supérieur à 100. Donc, il faut vraiment faire attention, hein, si vous voulez faire une comparaison de nombres, et que vous avez des nombres dans une chaîne de caractères, eh bien, il faut les transtyper avant, c'est-à-dire qu'il faut les transformer en entier pour pouvoir les comparer correctement avec le test. Alors les tests, en fait, c'est des opérations qui vont nous permettre de construire des conditions. On a parlé tout à l'heure de rendre le programme un petit peu plus flexible, et on voulait bâtir justement des conditions pour dire, voilà, bah, si je suis dans ce cas-là, je fais quelque chose, si je suis dans un autre cas, je fais autre chose. Et bien en fait, ces conditions vont être bâties sur des tests. Pour savoir si je suis dans ce cas-là, eh bien je vais évaluer une expression booléenne, et si elle est à vrai, eh bien je vais faire une action, si elle est à faux, je vais faire une autre action. Donc ce sont les conditions et les résultats de test qui vont nous permettre de faire des choix dans notre programme.
Ça va nous permettre également de mettre des répétitions basées sur une condition de fin. C'est-à-dire que je vais répéter cette instruction tant que je suis dans ce cas-là. Et dès que je n'y suis plus, en fait, je vais arrêter la répétition. Donc les tests, c'est quelque chose de très important à comprendre, dont on va avoir besoin énormément quand on va voir des structures conditionnelles, les structures de boucle. On va voir aussi que les tests sont directement liés au chapitre de la logique en mathématiques, puisqu'elles font intervenir justement les variables booléennes et l'algèbre de Boole. Donc on va essayer de voir un petit peu comment est-ce que je peux bâtir mes tests. Alors les tests sont bâtis en fait sur des variables booléennes, ça on l'a déjà vu, des variables qui peuvent valoir soit vraies, soit fausses, et elles vont se bâtir aussi sur des opérateurs logiques. Alors en informatique et en algorithmie et dans les langages de programmation, on va utiliser principalement 3 opérateurs logiques, qui sont le et logique, le ou logique et le non. Alors je vous propose de voir d'abord le et logique. Le et logique en fait va simplement combiner 2 conditions. Et en fait la condition qui résulte de l'utilisation du et n'est vraie que quand les 2 conditions évaluées sont vraies. Alors simplement, j'ai mis plusieurs exemples en parallèle qui expriment en fait le même opérateur. Dans le langage courant, je dis s'il pleut et qu'il fait froid, alors je mets une grosse veste et un imperméable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets une grosse veste et un imperméable seulement si les 2 événements il pleut et il fait froid sont réalisés. S'il pleut seulement mais qu'il fait chaud, ben, je ne mets pas de veste. S'il fait froid mais qu'il ne pleut pas, je ne mets pas de veste. Et naturellement, s'il ne pleut pas et qu'il ne fait pas froid, je ne mets pas de veste non plus. Il faut vraiment que les 2 expressions soient réalisées au même moment. Si je voulais montrer un petit peu sous forme de circuit électronique, hein, ça c'est quelque chose que vous avez peut-être fait au collège, avec des pinces crocodiles, un petit générateur, une ampoule et puis 2 interrupteurs, eh bien je pourrais tout simplement mettre les 2 interrupteurs en série et dire en fait que la lumière ne s'allume que quand les 2 interrupteurs sont pressés. Quand au moins un des 2 interrupteurs est ouvert, il ne se passe rien. Quand je les presse tous les 2, la lumière s'allume. Dernière façon de voir le et, je vous propose une table de vérité du et. Et le et, en fait, alors je vais juste enlever ma tête puisque j'ai ma tête dessus pour l'instant. Le et, eh bien, la table de vérité va simplement dire que si les 2 conditions sont vraies, la condition à gauche du et la condition à droite du et sont vraies, alors la condition totale est vraie, et dans tous les autres cas, en fait, la condition est fausse. C'est encore une fois une façon différente de voir le même opérateur. Deuxième opérateur, l'opérateur ou. Eh bien, l'opérateur ou, à la différence du et, va me permettre en fait d'avoir une condition à vrai si au moins une des 2 conditions est à vrai. Alors je reprends un petit exemple du langage courant, s'il fait beau et s'il fait chaud, s'il fait beau ou s'il fait chaud, alors je mets une casquette. Eh bien je vais mettre une casquette si un des 2 événements est réalisé. S'il fait beau, bah, je mets une casquette. S'il fait chaud, je mets une casquette, et naturellement s'il fait beau et qu'il fait chaud, je mets une casquette. Donc il me suffit en fait que un des événements soit réalisé pour que la condition globale en fait soit vraie. Là aussi, j'ai choisi de l'illustrer avec un circuit. Et cette fois-ci, en fait, vous voyez que les interrupteurs sont montés en parallèle. Ça veut dire tout simplement que la lumière va s'allumer si au moins un des 2 interrupteurs est actionné. Naturellement, la lumière s'allume aussi si les 2 interrupteurs sont actionnés. Enfin, sur la table de vérité, on voit clairement la différence avec l'opérateur et. Cette fois-ci, en fait, avec le ou, eh bien, j'ai ma condition qui est vraie à partir du moment où une des expressions est vraie. Donc si la première est vraie, j'ai vrai, si la deuxième est vraie, j'ai vrai, et le seul moment où le ou est faux, c'est effectivement quand les 2 conditions sont fausses. Là, par exemple, dans ma phrase de départ, je ne mets pas de casquette lorsqu'il ne fait pas beau et qu'il ne fait pas chaud. Voilà, donc j'ai aucune des 2 conditions. Dernier opérateur que nous allons utiliser dans la logique, l'opérateur non. L'opérateur non nous permet juste d'inverser en fait une condition. Des fois, c'est plus intéressant d'utiliser la négation d'une condition que la condition elle-même. On se retrouve des fois dans des cas en programmation où on se dit, voilà, si j'ai cette condition, je ne fais rien. Par contre, si je ne l'ai pas, je fais quelque chose. Et donc, ça peut être intéressant en fait de retourner la condition pour simplifier la façon dont nous allons écrire notre structure conditionnelle. Par exemple, dans le courant, c'est une condition qui est basée sur une négation. S'il ne pleut pas, alors le ne pas montre la négation, alors je mets une casquette. Tout simplement, ça va inverser la condition. Alors,
en termes de circuit, on pourrait représenter ça tout simplement avec un interrupteur monté à l'envers. C'est-à-dire que de base, il est fermé, et quand j'appuie dessus, en fait, il s'ouvre. Donc c'est au moment où je l'actionne, en fait, que la lumière s'éteint. Et quand je ne l'actionne pas, la lumière est allumée. On a donc simplement un retournement de la condition. En termes de table de vérité, eh bien, en fait, la négation de vrai devient faux, et la négation de faux devient vrai. J'ai juste, en fait, une inversion des valeurs de logique. Ok. Alors on va parler simplement, donc on a la possibilité d'utiliser ces opérateurs. Simplement, ces opérateurs vont porter sur des variables booléennes ou des expressions booléennes. Et la priorité opératoire, c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de priorité opératoire parmi les opérateurs logiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le « et » qui prend le pas sur le « ou le « ou » qui prend le pas sur le « et ». Et donc en fait, pour être clair là-dessus, et pour lever toutes les ambiguïtés, il faut, quand vous avez une expression qui contient des « et » des « ou », placez vous-même les parenthèses, parce que, effectivement, si vous ne placez pas les parenthèses, l'expression, en fait, peut être évaluée de deux façons différentes et vous amener des résultats différents. Par exemple, si je vous dis la phrase « s'il fait beau et qu'il ne pleut pas ou qu'il fait chaud », eh bien, suivant où je place les parenthèses, ce n'est plus la même phrase. Soit je place les parenthèses autour des deux dernières expressions, soit je peux placer les parenthèses autour des deux premières expressions. Mais vous allez voir, en fait, qu'en évaluant l'une et l'autre, en fait, je n'arrive pas du tout à la même expression. Alors là, j'ai rempli un tableau, mais je vous propose de le faire avec vous, ce qui sera beaucoup plus simple. Alors, je vais juste un petit peu me créer quelques cases en plus. Voilà. Ouais, je vais peut-être même encore en créer. Voilà. On va se créer une table de vérité. Alors, mon expression booléenne, tout simplement, je vais essayer de vous montrer que... Ce que l'on va essayer de montrer, c'est que si j'ai des variables booléennes, alors les variables booléennes, hein, je vous rappelle, c'est soit vrai, soit faux, je vais essayer de vous montrer que A et B ou C, en fait, c'est différent de A et B que je commencerai à faire en premier, ou C. Voilà un petit peu ce que je vais essayer de montrer. Alors, comment je vais faire ça? Je vais prendre trois variables booléennes et je vais déjà essayer de monter une table de vérité. Je vais essayer de montrer en fait quelles sont toutes les valeurs que peuvent prendre trois variables booléennes. Donc je vais prendre A, B et C. Et trois variables booléennes, qu'est-ce qu'elles peuvent prendre comme valeur? Eh bien en fait, elles peuvent prendre vrai ou faux. Alors ici, on va rester sur vrai et faux. Alors elles peuvent être toutes les deux 3 à faux. Soit seul C peut être à vrai. Soit seul B peut être à vrai. Soit B et C peuvent être à vrai, soit A peut être à vrai, soit A et C peuvent être à vrai, soit A et B peuvent être à vrai, soit elles peuvent être toutes les trois vraies. Donc on a en fait les 8 conditions ici, ce sont les 8 conditions qui portent sur les variables booléennes, c'est tous les états en fait qu'on peut avoir avec trois variables booléennes. Et ce que l'on va faire, c'est tout simplement que l'on va estimer. On va commencer par faire, par exemple, la première expression. Eh bien, on va d'abord faire B ou C. Donc là, on va calculer B ou C. Et ensuite, la deuxième partie de l'expression, ensuite, on va calculer A et B ou C. OK. Et pour la deuxième expression, cette fois-ci, on calcule d'abord A ou B, A et B. Et on va ensuite calculer l'expression globale A et B ou C. Et l'idée, en fait, c'est de montrer tout simplement que les deux expressions ici ne vont pas aboutir sur les mêmes tables de vérité. Alors, B ou C, c'est quoi? B ou C, eh bien, tout simplement, B ou C, c'est vrai quand soit B, soit C est vrai. Donc là, les deux sont faux, donc c'est faux. Là, j'ai un vrai, là, j'ai un vrai, là, j'ai deux vrais, là, j'ai faux. Là j'ai vrai, là j'ai vrai, là j'ai vrai. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre A, qui est ici, et B ou C, cette colonne-là. Donc en prenant ces deux colonnes-là, je vais avoir vrai quand les deux sont à vrai, et faux le reste du temps. Alors là, A est faux, donc je ne me pose pas de questions. Là, B est faux, B ou C est faux, et là en fait j'ai trois vrais pour terminer.
Ok, donc ça c'est ma table de vérité de A et B ou C quand je commence par faire B ou C en premier. Maintenant je vais faire A et B. A et B tout simplement, ça va me donner vrai quand les deux sont vrais et faux sinon. Donc là les deux sont faux, les deux sont faux, les deux sont faux, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ok. Et ensuite je vais prendre A et B que je viens de calculer ici et je vais faire ou C. Donc là ça va être vrai quand l'un des deux est à vrai. Donc là j'ai déjà vrai ici puisque je sais que là c'est vrai. Et ensuite je vais simplement prendre les vrais de C. Donc là je suis à vrai, là je suis à faux, vrai, faux, vrai. Faux. Voilà, j'en ai oublié un. Et en fait, je m'aperçois que vous voyez que j'ai absolument pas la même table de vérité dans les deux cas. Et ça veut simplement dire en fait que la priorité opératoire, eh bien, elle n'est pas définie, enfin, elle ne tombe pas sous le sens, et donc en fait, vous voyez que suivant comment je place mes parenthèses, eh bien, je vais avoir des résultats différents. Et donc, c'est très important, lorsque vous écrivez une expression booléenne, en fait, de placer correctement vos parenthèses pour dire en fait quelle est l'opération que vous voulez voir affichée en premier. Ok, ça marche. On va parler encore un petit peu d'Auguste de Morgan, qui est un mathématicien du 19e siècle, donc c'est un contemporain de Georges Boole. Encore une fois, c'est très intéressant de voir que ces mathématiciens, qui amènent énormément à la logique et à l'informatique, en fait, sont des personnes qui vivaient alors qu'il n'y avait absolument pas d'ordinateur, ou peut-être même pas de calculateur. Et donc, tout simplement, les éléments de logique étaient à l'époque basés plus sur le langage, et donc il n'y avait pas autant d'électronique derrière. Et pourtant, maintenant, avec l'ordinateur, eh bien, on réutilise tout ce qui a été vu par ces mathématiciens, et on peut enfin les utiliser dans nos ordinateurs. Alors, de quoi parle Auguste de Morgan? Eh bien, Auguste de Morgan, il dit simplement, est-ce que, de temps en temps, on ne se retrouverait pas sur des expressions complètement équivalentes? Et comment est-ce que je pourrais les traduire en termes mathématiques pour voir en fait qu'elles sont équivalentes? Alors, je prends simplement de cette expression suivante, hein, s'il fait beau et qu'il fait chaud, alors je mets une casquette. Sinon, je prends un parapluie, première expression. S'il ne fait pas beau ou qu'il ne fait pas chaud, alors je prends un parapluie, sinon je mets une casquette. Alors c'est un petit peu compliqué de voir l'équivalence en les lisant, mais si jamais vous voulez prendre un petit peu de temps pour en faire une table de vérité, vous verrez en fait qu'on arrive exactement sur des choses assez similaires. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il y a deux choses. Déjà, vous voyez que s'il fait beau et qu'il fait chaud, c'est l'inverse de s'il ne fait pas beau ou qu'il ne fait pas chaud. C'est exactement l'inverse. Et comme ça, c'est l'inverse, eh bien vous voyez aussi que les instructions à faire dans le si et le sinon ont été inversées. Dans la première expression, je mets une casquette si le si est validé, et je prends un parapluie sinon. Et dans le deuxième cas, c'est inversé, je prends un parapluie si le si est validé, et je mets une casquette sinon. Donc j'ai une inversion de la condition de départ, et j'ai une inversion aussi des instructions à faire lorsque cette condition est remplie. Et donc c'est pour ça que ces deux expressions sont équivalentes. Si on veut le détailler avec une table de vérité, eh bien on arrive tout simplement à s'il fait beau et qu'il fait chaud, je reprends, ce sont des expressions booléennes, donc je peux les évaluer à vrai ou à faux. Et ben en fait on s'aperçoit que j'ai que 4 cas, hein, soit les deux soient vrais, soit il fait beau est vrai et il fait chaud est à faux, soit j'ai l'inverse, soit les deux sont à faux. Et si vous prenez le temps de faire cette table de vérité, vous verrez que la table de vérité amène exactement au même résultat dans les deux cas. J'ai une casquette quand les deux sont à vrai, j'ai un parapluie dans les autres cas. Et donc en fait, De Morgan est arrivé à la conclusion suivante que il y a des expressions booléennes avec des opérateurs logiques en fait que l'on peut trouver équivalentes. Et donc la généralisation du théorème de Morgan, c'est tout simplement que si j'ai deux expressions booléennes A et B, eh bien la négation de A ou B est égale à la négation de A et la négation de B. Et la négation de A et B, eh bien c'est égal à la négation de A ou la négation de B. Alors si vous faites les tables de vérité pour ces expressions-là, vous allez retomber sur des choses équivalentes. Ça peut paraître un petit peu bizarre au début parce que la négation d'un ou donne un et la négation d'un et donne un ou. Mais si vous devez vous en convaincre, alors je vous encourage à faire vous-même les tables de vérité, vous allez voir que vous allez retrouver l'égalité qui a été mise à jour par Auguste de Morgan. On va mettre en pratique aussi ces opérateurs logiques,
et on va essayer de voir que finalement on n'a pas besoin d'autres opérateurs que ces opérateurs logiques. On peut effectivement simuler tous les autres opérateurs logiques à partir des 3 opérateurs que nous avons vus, le et, le ou et le non. Ok, donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément besoin de ou exclusif, on n'a pas besoin d'implication, on n'a pas besoin d'équivalence. Tous ces opérateurs vont pouvoir être simulés par rapport justement aux 3 opérateurs que nous avons vus. Alors on va écrire un algorithme qui demande à un utilisateur de saisir 2 valeurs booléennes. Ce programme va simuler le ou exclusif, vrai si A ou B est vrai, mais pas les deux. Ok, alors on va commencer par écrire la table du vérité du ou exclusif et on va chercher en fait une équivalence avec les opérateurs que nous connaissons. Alors, je vais mettre tout ça de côté, ça j'en ai plus besoin, je vais juste garder A et B, et en fait A et B, si j'ai 2 variables booléennes, en fait je n'ai que 4 cas, hein. Soit les 2 variables sont à faux, soit il y en a qu'une, soit il n'y a que B qui est à vrai, soit il n'y a que A qui est à vrai, soit les deux sont à vrai. Et moi, ce que j'aimerais en fait, c'est définir le ou exclusif de A et B. Et le ou exclusif, c'est quoi? C'est tout simplement de dire c'est vrai quand l'un des deux est vrai, et c'est faux le reste du temps. Alors si je devais exprimer cet opérateur avec la théorie des langages, avec la théorie des ensembles, pardon, je pourrais prendre en fait un ensemble A qui est ici, A, donc un ensemble A d'individus, hein, un ensemble B qui est ici, et ce que je voudrais pouvoir récupérer en fait, c'est tous les gens qui sont dans A, qui sont dans B, mais qui ne sont pas dans les deux. Ok? Donc en fait, c'est ça l'opérateur XOR. Hein. Le ou exclusif, c'est tout simplement ça A, bah, vous pouvez prendre par exemple prenons par exemple que l'ensemble A, c'est les gens qui ont le permis moto, l'ensemble B, c'est les gens qui portent des lunettes. Et donc, si vous voulez l'ensemble des gens qui ont le permis moto ou qui portent des lunettes, mais pas qui ont les deux, eh bien, en fait, c'est l'opérateur ou exclusif. Voilà. Donc, on va essayer d'exprimer cet opérateur ou exclusif à l'aide des opérateurs que nous connaissons. Alors, nous connaissons quoi? Bah, nous connaissons l'opérateur et. Alors, l'opérateur et, il dit quoi? Bah, il dit que quand vous avez 2 variables booléennes qui valent vrai et faux, eh bien c'est vrai quand les deux sont vrais, et c'est faux le reste du temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'opérateur OU, qui nous dit, si on a au moins une des deux qui est vraie, alors le résultat est vrai, sinon on a faux. Et on a l'opérateur non, qui dit quoi? Eh bien il dit que non faux c'est vrai, et que non vrai c'est faux. On a simplement une inversion. Ok, donc on va essayer d'écrire notre XOR à l'aide de ces opérations-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va vrai, faux, vrai, vrai. Alors, on va déjà essayer de voir ce que ferait A ou B. Alors, A ou B, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est vrai quand un des deux est vrai, et c'est faux le reste du temps. Ok, alors c'est pas tout à fait ce que je cherche, puisque là, moi j'ai encore une différence. Ici, j'ai un faux, et ici, moi, j'ai un vrai. Ok, donc il faut que, encore, je me débarrasse de cette condition-là. Ok. Comment je vais pouvoir m'en sortir? Si j'ai A et B, j'ai quoi? Je vais avoir F, non, F, faux, faux, et je vais avoir vrai ici. Ok, ça marche. Donc, là, j'ai donc, là, à une lettre près, j'étais bon, et celui-là, en fait, il faudrait que j'arrive à m'en débarrasser. Comment je pourrais m'en débarrasser? Je pourrais m'en débarrasser en faisant un « et » avec un faux. Sauf que là, j'ai un vrai aussi, donc ce que je vais essayer de faire, tout simplement, c'est que je vais prendre la négation de A et B. Alors là, c'est pareil, hein, on peut essayer de tester si on ne voit pas. Donc la négation de A et B, je vais remplacer quand j'ai faux, j'ai vrai, quand j'ai faux, j'ai vrai, et quand j'ai vrai, j'ai faux. Ok, ça marche. Et donc maintenant, en fait, je vais essayer de me baser sur ces deux expressions, et je vais essayer d'obtenir le A XOR B. Bah, A XOR B, en fait, c'est faux, vrai, vrai, faux. Et bien, en fait, je me rends compte que si je mets simplement un « et » ici, entre les deux colonnes que j'ai mis en place, eh bien, je vais obtenir mon XOR. Faux et vrai, ça va faire faux.
vrai et vrai, ça fait vrai, vrai et vrai, ça fait vrai, vrai et faux, ça va faire faux. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais prendre A ou B et non A et B. Donc A ou B, je l'ai calculé ici, et non A et B, je l'ai calculé ici, et vous voyez que en faisant mon opération, je retombe bien sur le XOR. Alors, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce qu'on aurait pu le déduire depuis le début? Bah oui, regardez bien ce qu'on a dit depuis le début. On a dit en fait que ce que l'on veut, c'est tous ceux qui sont dans A ou dans B, mais pas dans l'intersection, pas dans A ou B. Bah regardez l'expression qu'on a eue. On a pris tous ceux qui sont dans A ou B, et non dans A et B. Ok? Donc on a pris ceux qui sont à la fois A ou B, et par contre pas dans l'intersection. Donc vous voyez que je retrouve avec l'expression booléenne ce que j'avais en fait dessiné dans mon schéma, enfin dans mon graphique. Là j'ai A ou B, et de A ou B qu'est-ce que je fais? Bah, j'enlève l'intersection, il ne faut pas qu'il soit dans A et B. Donc ça veut dire qu'après je le fais simplement, j'enlève l'intersection, que je mets en violet, et je ne garde que la partie rouge. Voilà. Donc vous voyez que j'ai pas besoin en fait d'autres opérateurs, je peux carrément les simuler à partir des et, des ou et du non que j'ai. Et donc bah, maintenant si je devais écrire en fait l'algorithme, bah ce serait plutôt simple. Hein. Je partirais en fait de ce qu'il faut que je fasse, c'est quoi? C'est cette expression là. Et donc tout simplement écrire un algorithme, bah ici je vais pas trop m'embêter. Alors qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander à l'utilisateur de me donner deux variables booléennes. Alors je vais les appeler B1, je vais dire que c'est du booléen. Je vais faire B2 et dire que c'est du booléen. Ok. Ensuite je vais faire le début de mon programme, la fin de mon programme. Je vais demander à mon utilisateur une valeur booléenne. Voilà. Je vais saisir cette valeur booléenne B1. Ensuite, je vais lui demander une deuxième valeur booléenne. Voilà. Je vais saisir cette valeur B2. OK. Et à partir de là, je vais lui afficher en fait le résultat du XOR. Donc je vais me créer une variable résultat. Puisque l'expression que je vais calculer se base sur des booléens, et ben, le résultat va aussi être un booléen. Et donc tout simplement, je vais dire que mon résultat va récupérer le résultat de mon XOR. C'est-à-dire que je vais mettre dedans B1 ou B2. Alors attention, je vous l'ai dit, hein, les parenthèses sont très importantes, hein, puisqu'on mélange des et des ou. Et non B1 et B2. Voilà. J'ai calculé le résultat de mon XOR. Et je vais simplement afficher le ou exclusif plus le résultat pour que l'utilisateur puisse consulter en fait le résultat de son ou exclusif. Voilà. Et j'ai donc mon algorithme qui est en place. Je comprends rapidement en lisant les variables que j'ai affaire à des booléens, et donc l'utilisateur va devoir me saisir des valeurs booléennes, et le résultat de mon expression booléenne va encore une fois me donner un booléen, le résultat, et donc en fait je comprends assez rapidement ce que fait cet algorithme. Donc quand vous avez aussi un algorithme à lire, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps à vérifier quelles sont les variables manipulées, quels sont leurs types, et ça va vous donner énormément d'informations sur ce que fait l'algorithme. Ok, ça marche. Donc on a bien fait le tour au niveau des opérateurs logiques. On va voir encore maintenant ce que l'on peut faire au niveau des chaînes de caractères. Alors les chaînes de caractères, c'est tout simplement... alors les chaînes de caractères peuvent contenir effectivement des caractères, peuvent contenir également des chiffres, hein, et la plupart du temps en algorithmie, on va les entourer de double cotes pour bien comprendre que l'on a affaire à une chaîne de caractères. C'est ce qui va nous permettre de faire la différence entre une valeur entière. Si par exemple je mets la valeur 5 dans A, je sais que c'est la valeur entière 5 que je mets dans A, mais si je mets par exemple la valeur 5 entourée de double cote, en fait on comprend que c'est la chaîne de caractères qui contient 5
que je vais stocker dans B. Et donc en fait, si jamais je fais une opération arithmétique sur 5 entouré de double cote, c'est l'opération en fait sur les chaînes de caractères qui va être appliquée. Alors qu'est-ce que je peux faire sur les chaînes de caractères? Eh bien si je mets un plus entre deux chaînes de caractères, on va comprendre que je concatène en fait deux chaînes de caractères. C'est ce que je fais depuis le début, hein. Quand je fais l'affichage ici, j'ai concaténé en fait XOR plus le contenu d'une variable. Tout à l'heure, quand j'ai affiché la somme 2, eh bien j'ai fait la somme de chaînes de caractères, concaténé avec N1, concaténé avec une autre chaîne, concaténé avec N2, et ainsi de suite. Ok. J'ai aussi des fonctions qui me donnent la longueur de ma chaîne. Par exemple, si la chaîne salut, eh bien on va simplement compter les lettres, S-A-L-U-T, eh bien la longueur de ma chaîne de caractères salut va faire 5 caractères. Je vais pouvoir accéder aussi à chaque élément de la chaîne indépendamment, donc ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra quand on va parler des tableaux. Par exemple, si j'ai ma chaîne de caractères, il existe l'opérateur crochet, et le crochet va donner l'indice du caractère sur lequel je veux, en fait, que je veux récupérer. Si j'ai toujours ma chaîne qui contient salut, eh bien, dans ma chaîne à l'indice 0, je vais avoir la première lettre, c'est-à-dire S. Si j'ai à l'indice 1, je vais avoir le A, et ainsi de suite. Et donc ça veut dire en fait que l'indice va me permettre de décomposer ma chaîne de caractères, caractère par caractère. Et donc la dernière lettre de ma chaîne de caractères, elle va porter l'indice longueur de chaîne -1. Alors pourquoi -1? Bah, tout simplement parce que le premier indice étant un 0, et bien si j'ai une chaîne de 5 caractères, je vais avoir le 0, 1, 2, 3, 4. Et je vais arriver à 5 caractères qui sont numérotés de 0 à 4. Comme il y a un décalage à cause de l'indice 0, et bien naturellement le dernier indice de ma chaîne de caractères va être la longueur de la chaîne -1. Ça, on va revenir sur cette explication quand on parlera des tableaux, et on a besoin de connaître un petit peu comment un tableau va être représenté en mémoire pour comprendre pourquoi il y a ce décalage. Alors on va simplement demander maintenant, on va faire une petite opération sur les chaînes, on va écrire un algorithme qui demande à un utilisateur de saisir deux chaînes de caractères qui affichent la concaténation de ces chaînes et affiche la longueur de la concaténation. Bon, alors là pareil, hein, c'est le fait qu'on va déclarer le type chaîne de caractères qui va me permettre de savoir que je manipule des chaînes. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin comme variable ici? Je vais avoir besoin que l'utilisateur me saisisse une chaîne de caractères. Je vais avoir besoin qu'il me saisisse une deuxième chaîne de caractères. Ces deux chaînes de caractères, je veux pouvoir les stocker. Et je veux en fait calculer je veux faire la concaténation aussi. Donc la concaténation, ça va naturellement être c'est la juxtaposition des deux chaînes de caractères, hein, c'est la première puis la deuxième. Et je vais en fait, comme la concaténation va elle-même être une chaîne de caractères. Ok. Je commence le début de ma fonction et je termine ma fonction. Alors je vais regarder ce que je peux faire dedans. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir deux chaînes de caractères, qui affiche la concaténation de ces chaînes et affiche la longueur de la concaténation. Ok. Donc, je vais demander à l'utilisateur donner une chaîne. Et je vais saisir la première chaîne, qui est donc CH1. Ensuite, je vais lui en demander une deuxième. Voilà. Et je vais naturellement aussi saisir la chaîne 2. Ok, j'ai donc stocké les deux chaînes qui ont été demandées à l'utilisateur dans CH1 et CH2. Je vais donc procéder à la concaténation, et la concaténation, c'est simplement une variable dans laquelle je vais mettre la concaténation de CH1 plus CH2. Ça marche, j'ai donc calculé ma concaténation. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais... la chaîne affiche la longueur de la concaténation. Ok. Alors on peut aussi mettre par exemple une variable longueur. Alors longueur c'est quoi? Longueur, tout simplement, ça va me compter combien il y a de caractères dans la concaténation. Donc combien il y a de caractères, ça va être en fait un nombre entier. Donc au niveau de la concaténation, je vais donc calculer la longueur de ma concaténation. Alors je ne vais pas l'appeler longueur parce que sinon ça va faire doublon avec le nom de la fonction. Et dans L, je vais mettre quoi? Eh bien en fait, je vais mettre la longueur de la concaténation. Voilà. J'ai calculé la concaténation, j'ai calculé la longueur de la concaténation. Il ne me reste plus qu'à afficher mon résultat.
la concaténation est, puis je rajoute le résultat, le contenu de la variable concat, elle est de longueur, et je vais rajouter la longueur de la concaténation. Voilà. J'affiche la concaténation est la concat, voilà, et elle est de longueur 1. Voilà, et j'ai fait un petit algorithme qui cette fois-ci traite les chaînes de caractères. Là, vous voyez que j'ai une opération plus. On pourrait penser que le plus, c'est simplement l'addition de deux entiers, mais cette fois-ci, les déclarations de variables m'indiquent bien que CH1 et CH2 sont des chaînes de caractères, et donc ça donne son sens à l'opération plus. Cette fois-ci, le plus n'est pas une opération arithmétique, mais c'est bien une opération de concaténation, exactement comme le plus qui est utilisé ici pour reconcaténer la chaîne à afficher à mon utilisateur. Donc en fait, un algorithme, ça vous permet de déterminer énormément de choses, ça vous permet de savoir ça vous permet de connaître les types de toutes les notions que vous manipulez, et ça permet également de savoir en fait comment va réagir l'opérateur une fois que vous connaissez les types de ces différentes variables. Hop. Alors on a vu maintenant quelques opérateurs de base. Alors ces opérateurs de base, ils ont l'air plutôt simples à utiliser. Les opérateurs arithmétiques, les opérations sur les chaînes, c'est quelque chose qui va venir assez vite parce qu'en fait ce sont des opérateurs que l'on utilise tout le temps. Ce sont vraiment des opérateurs de base qui sont dans n'importe quel programme que l'on va utiliser tout le temps. Et effectivement, à un moment donné, on oublie pratiquement en fait que ce sont des opérateurs et comment ils fonctionnent. Eh bien, ces opérateurs, j'espère que maintenant vous avoir donné une bonne vision de comment ils fonctionnent, comment marche la mémoire sur des cas simples, comment je peux sauvegarder une valeur et de nouveau pouvoir la récupérer, de vous avoir montré en fait que l'affectation est bien écrit dans ce qui est à gauche de l'affectation et lit ce qui est dans les membres de droite. Donc si vous lisez de la documentation par exemple en anglais, on parle souvent de L-value ou R-value, qui est en fait le right value, le membre de droite, ou le L-value, membre de gauche. Et donc maintenant vous savez qu'il y a des différences entre le positionnement des membres qui se trouvent à gauche ou à droite d'une affectation. Nous avons vu des opérations arithmétiques, ça reste assez simple. Nous avons vu également des tests qui sont basés sur l'algèbre booléenne et nous avons expliqué les opérateurs logiques et ou et non que nous trouvons la plupart du temps dans les tests. Enfin, nous avons fini avec une partie sur les chaînes de caractères et nous avons vu en fait que les mêmes opérateurs peuvent avoir des significations différentes lorsque le type en fait des variables devient une chaîne de caractères. Maintenant que nous avons cette connaissance-là, eh bien, nous pouvons continuer à bâtir des algorithmes de plus en plus complexes, de voir des structures de plus en plus complexes. Et maintenant que nous connaissons les tests, nous allons pouvoir construire des structures conditionnelles qui vont permettre en fait à un algorithme de réagir de façon différente suivant une condition que l'on va pouvoir évaluer. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour voir la suite de ce que l'on peut faire en algorithmie et notamment sur les structures conditionnelles.